Bienvenue dans BET Talk, votre nouvelle émission que j'ai le plaisir de vous présenter. Ici, c'est le coin des discussions et des confidences. Je reçois des invités en mode cosy et on se dit tout les yeux dans les yeux. Aujourd'hui, mon invité est une des plus belles révélations littéraires de ces dernières années. D'abord reconnu pour ses talents de rappeur et de slammer, cet ex-financier de la City, qui officiait dans le groupe Milk, Coffee and Sugar, est devenu une pointure de la littérature française. Traduit dans une vingtaine de langues et finaliste du prix Goncourt, il n'a pas abandonné la musique pour autant. Auteur et compositeur et interprète de talent, il n'est ici rien que pour vous. Bonjour Gaël Faye. Bonjour. Alors pour commencer, je propose à nos téléspectateurs et à nos téléspectatrices de te découvrir à travers 5 dates qui ont marqué ta vie. C'est bon pour toi? Ça va. On est parti. Alors Gaël Faye, on va explorer ta vie à travers 5 dates clés qui sont emblématiques des différentes étapes de ta vie. On va commencer par le début. Tu es né en 1982 au Burundi. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous raconter? Je sais que ta maman était rwandaise, elle est toujours d'ailleurs rwandaise, et ton père, enfin maintenant elle est franco-rwandaise, et ton père est français. Qu'est-ce que c'était d'être un enfant au Burundi dans les années 80 d'un couple de 2 nationalités différentes? Alors, je m'en suis rendu compte de mon métissage en arrivant en France étrangement. D'accord. Parce que au Burundi, on m'appelait, lorsque j'allais dans les campagnes, Muzungu, c'est-à-dire le blanc, le petit blanc. Mais en même temps, à Bujumbura, il y avait pas mal d'autres métis comme moi. Donc, je ne me questionnais pas trop sur ma couleur de peau, étrangement. Et mais j'avais quand même cette conscience que j'étais un peu plus blanc que noir. Forcément. Et c'est en arrivant en France, quand on a commencé à m'appeler Noir, que là je me suis dit, tiens, il y a quelque chose d'étrange dans ma couleur de peau. Et puis bon, c'était aussi à une période où j'étais dans l'adolescence, où forcément c'est une période où on a envie d'appartenir au groupe. Et là, il y avait un élément qui me rendait marginal par rapport au groupe majoritaire. Donc, ça m'a posé des questionnements âpres au niveau de l'identité. Justement, en 1995, tu arrives en France. Est-ce que tu as senti ce changement de statut en passant du Burundi à la France? Tu es arrivé dans les Yvelines. Oui, bah alors je ne l'ai pas vécu comme si j'avais été adulte. Parce que moi c'était surtout la sensation, le rapport au monde qui changeait, enfin, le climat, les rapports d'amitié, c'est tout ça qui changeait, mais c'était pas tant le fait de plus appartenir à la petite bourgeoisie de Bujumbura. Et encore, vous savez, enfin, la bourgeoisie de Bujumbura, c'est vraiment pas grand-chose. Hein. C'est pas ce qu'on imagine avec Non, c'est pas ce qu'on imagine. Mais voilà, forcément, on était assez privilégiés dans le pays. Et bon, arriver en France, c'était une autre vie, mais c'est pas ça, moi, pour moi, qui a été brutal. C'est plutôt voilà, le changement d'environnement, voilà, les lumières, les sensations, c'était ça qui était très différent. Et donc, pendant ton adolescence, tu fais aussi la découverte du rap. Donc, c'est aussi un moyen de t'exprimer, d'exprimer un peu justement ce dont tu fais état. Et en 2007, tu fondes le groupe Milk, Coffee and Sugar avec Edgar Sekloka. Comment s'est passée la rencontre? Quel rôle le rap a joué dans ton adolescence pour te conduire à la formation de ce groupe? Ça s'est fait de façon assez progressive. J'ai commencé à écrire au Burundi pendant la guerre. J'écrivais des poèmes. Et puis, quand j'étais ado en France, je continuais les poèmes. L'écriture, ça m'a toujours aidé à tenir, à surmonter les obstacles. Et puis, simplement, j'avais envie de partager ces écrits-là. Et dans une MJC qui n'était pas très loin de chez moi, à Saint-Quentin-en-Yvelines, on proposait des ateliers de rap, et c'est comme ça que j'ai transformé des poèmes en textes de rap. Et ce que j'ai aimé dans le rap, c'est surtout la culture hip-hop qui m'a permis de rencontrer plein de monde, plein de disciplines, et puis voilà, que ce soit avec des collectifs de slam ou le groupe Milk, Coffee, Sugar, ça a été des aventures extraordinaires collectives.
avec une musique aussi très métissée, donc du hip-hop, mais des influences soul, jazz, la rumba congolaise. Donc c'était un peu ton identité que tu mettais en scène à travers ton travail. Ouais, c'est ça. J'ai jamais su choisir. C'est-à-dire, j'ai l'impression d'embrasser tellement de choses. Et donc, ma musique est un pot pourri de toutes mes influences. Et donc, très rapidement, j'ai voulu travailler avec des musiciens parce que le sample, la MPC, c'est comme ça qu'on faisait les instrus à ce moment-là, me permettait pas d'y ajouter toutes les références musicales que j'avais, parce que j'avais grandi à Buja avec le son de la rumba, du sébène, de la musique rwandaise, et je pouvais pas simplement avoir une boucle de violon ou de guitare façon East Coast, quoi. Fallait que j'aille plus loin pour porter les textes. À propos de Pot-pourri, ton premier album solo qui paraît en 2013 s'appelle Pili Pili sur un croissant au beurre. Et donc, tu es signé chez Motown France. Donc, le Pili Pili, pour ceux qui ne savent pas, c'est un piment africain. Et le croissant au beurre, on sait, hein, c'est un truc bien de chez nous, bien français. Donc, c'est encore la mise en scène, d'une certaine manière, en tout cas l'évocation de ton métissage, puisque le Pili Pili, c'est ta maman et le croissant au beurre, d'une certaine manière, ton papa. Pourquoi ce choix, encore une fois J'avais envie de trouver un titre énigmatique et en même temps qui racontait cet entre-deux dans lequel je vis en permanence. J'ai un pied entre deux rives, et puis en même temps, c'est des rives que j'ai envie de lier. L'album commence par une chanson qui s'intitule À France, une façon de parler. À laquelle je rends hommage. Voilà. On est raccord. On est raccord. Voilà, donc une manière de dire qu'on n'est jamais 50-50, on est toujours 100% d'un tout. Et c'est aussi les paroles de la chanson Métis, des fleuves qui se rencontrent, qui n'en forment qu'un seul. J'ai toujours à cœur de non pas me définir comme une personne fragmentée, mais comme une personne entière, mais qui assume toutes ses influences. Et j'ai pas à rendre des comptes à l'un ou l'autre de mes côtés, blanc, noir, Europe, Afrique. Je suis tout en même temps. Ouais, et 100% de chacune des appartenances. Ouais. Et donc tu as plusieurs collaborations dans cet album avec Bonga, le chanteur angolais, ou encore Ben l'Oncle Saul, le français. Comment tu as choisi les artistes qui faisaient justement écho à ce que tu as envie d'exprimer ? C'est toujours par envie artistique. Bonga, je suis fan depuis très longtemps, depuis petit. On écoutait déjà sa musique à Bujumbura. Ben l'Oncle Saul, c'était pour moi une évidence. On travaillait avec les mêmes musiciens. Il y avait une chanson pour ma fille et j'entendais une voix sol et c'est le meilleur chanteur sol en France qu'on ait eu. Donc voilà, ça se fait toujours comme ça, par des évidences, quoi. Je me questionne pas trop. Et 2016, donc on arrive 3 ans plus tard, c'est un tournant pour toi, puisque tu publies ton premier roman Petit Pays, qui a un succès incroyable, qui est lauréat de plusieurs prix littéraires. Tu dis que tu écris en réaction aux attentats contre Charlie Hebdo. C'est là que tu commences à rédiger plusieurs textes en 2015. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête au moment des attentats en janvier 2015 ? Comme tout le monde, hein, l'effroi, le dégoût, et ce qui m'a surtout frappé, c'était les discussions que j'avais avec des amis parisiens, des amis français, qui jusqu'à présent s'étaient jamais vraiment intéressés on va dire à la géopolitique internationale, enfin dans des conversations de la vie de tous les jours. Et puis là, ça devenait un sujet central, avec des questionnements sur leur sécurité, sur ce monde qui leur fait peur, tout simplement. Parce qu'on se sentait protégé en même temps en France. On ne disait pas qu'on pouvait être attaqué. Tout à fait. Par des Donc l'irruption de cette violence-là qui les saisissait quasiment dans leur innocence. Et puis après, ça s'est poursuivi durant l'année avec les attentats de novembre. Et donc c'est vrai que là m'est apparu un petit peu, à 20 ans d'intervalle, une sensation qui se répétait, que j'avais eue au Burundi, où effectivement on avait vécu aussi ça là, dans le milieu
de Bujumbura, où la guerre était souvent dans les campagnes, et tant qu'on n'était pas touché, on continuait de vivre un peu comme si de rien n'était. Et j'ai eu l'impression que la France ressemblait à ce cocon, à cette impasse. Et donc le roman est fabriqué autour d'un lieu qui est l'impasse dans laquelle des enfants jouent, avec cette guerre qui est autour d'eux, qui tourne autour d'eux et qui finit par faire irruption. Exactement, par les atteindre de manière très brutale. Et tu dis dans ton livre, le génocide est une marée noire. Ceux qui ne s'y sont pas noyés sont mazoutés à vie. Est-ce que tu as l'impression que le fait d'avoir assisté de près ou de loin à cette horreur-là, ça transforme définitivement les personnes qui ont été exposées ? Oui. Alors là, je ferai une différence entre la guerre qu'il y a eu au Burundi et le génocide contre les Tutsis au Rwanda. Le génocide est un crime particulier, on dit le crime des crimes, tout simplement parce qu'on décide d'anéantir une population simplement en raison de ce qu'elle est. Et lorsque l'on vit ça dans sa chair, à travers la perte des siens, c'est vrai que ça change à vie, parce qu'on a eu cette sensation qu'on allait disparaître de la planète. Et donc c'est vrai que c'est un crime qui a ceci de particulier, c'est qu'il nous poursuit de génération en génération. Et moi, je sais très bien que cette histoire, elle est en moi, mais que même si j'avais envie de l'éviter, elle passera quand même chez mes enfants et chez leurs enfants, parce que je le vois bien. J'ai rencontré d'autres communautés qui ont subi les génocides, et c'est une histoire qui même à la 4e, 5e, 6e génération est toujours prégnante. Et est-ce que tu t'attendais, en racontant une histoire aussi personnelle, même si ce n'est pas autobiographique, tu fais écho à des choses qui t'ont traversé quand tu étais préadolescent, est-ce que tu imaginais que ça pouvait... tu as raflé plein de prix, le prix du roman Fnac, prix du premier roman français, le concours des lycéens. Tu imaginais que tu allais toucher autant de personnes, un si large public, avec une histoire si... Non, pas du tout. Ça, c'était une grande surprise, et ça reste une très grande surprise pour moi. Là, je parle plus trop du roman en France, mais je continue d'aller à l'étranger, et c'est assez incroyable finalement ce que la littérature peut arriver à faire, c'est-à-dire de sortir de l'impasse et d'aller vers les autres. Non, je pensais pas, d'autant plus que ce sont les thématiques qu'on retrouve dans le roman. Était déjà là dans la musique, donc j'ai pas eu le même écho pour la musique, donc voilà, je m'attendais pas du tout, et ça a été une très belle surprise pour moi. On arrive à la dernière partie de l'émission. Je vais te proposer un questionnaire qui va nous permettre d'en savoir plus, puisque c'est le moment de notre questionnaire à la sauce pivot. Puisque nous avons l'honneur de recevoir un romancier, le questionnaire est tout désigné. Je te propose donc, Gaëlle, de répondre au fameux questionnaire de Bernard Pivot, le présentateur de télévision des années 80, qui animait l'émission culte Apostrophe, où se bousculaient toutes l'élite culturelle de l'époque. Ce questionnaire, qui est adapté du questionnaire de Proust, a même traversé l'Atlantique. D'immenses stars comme Al Pacino ou Robert De Niro s'y sont prêtés. Qu'est-ce que tu en dis, Gaëlle ? Très bien, ça me va. Alors on va commencer, c'est vraiment un questionnaire avec des questions très très courtes. Quel est ton mot préféré ? Je pense que c'est soit jacaranda, soit bougainvilliers. Ouais. C'est la sonorité qui te plaît ? Ouais, déjà j'aime bien la sonorité. Ouais. Ok. Jacaranda, je trouve ça très beau. Ouais. On n'a pas beaucoup d'occasion de le dire. Ouais. Non. T'as réussi à les placer dans des textes ? Ah ouais, moi je les place. Ouais, très souvent. C'est très bien. Le mot que tu détestes ? Il y a un mot, oui, que je déteste, c'est le vivre ensemble. Je comprends pas ce manque d'imagination. Pourquoi on a inventé ce mot ? C'est un mot de feignant. Quel est ton plat préféré ? Alors c'est un plat du Burundi qui s'appelle le sombé. C'est de la feuille de manioc. D'accord. Voilà, c'est très bon. C'est comme des épinards. Ouais, quand j'ai une tantine qui en rapporte, on arrive à s'organiser. Ouais. Le son ou le bruit que tu aimes ? La pluie sur le toit de tôle. D'accord. À l'heure de la sieste. C'est très précis, il y a un timing, il y a un moment... Ah non, mais ça m'endort. Ou le matin quand il pleut,
et qui fait encore nuit. Alors ça, je trouve que c'est le meilleur bruit au monde. D'accord, il faudra qu'on fasse un son en fait. Comme ça, c'est comme pour compter les moutons pour toi, on fait un petit bruit. Et le son, le bruit que tu détestes? Je déteste le bruit de la télé du voisin. D'accord. Ouais. En fond comme ça. Ouais, alors ça, c'est vraiment un bruit que je supporte pas. Ouais. Et tu lui dis? Non, non, tu peux pas. Non. Alors, s'il y a un juron, un gros mot, un blasphème que tu préfères? Ouais, j'aime bien. C'est un truc qu'on disait souvent quand on était petit. C'est bout de chèvre avarié. Ouais. C'est drôle. Et tu l'emploies encore? Ouais, j'aime bien dire ça, bout de chèvre avarié. C'est drôle. Ah, j'adore. Et si on te proposait de trouver un homme ou une femme pour illustrer un nouveau billet de banque? Ouais, forcément quelqu'un que j'aime pas trop parce que avoir sa tête sur un billet de banque, je trouve pas très... C'est quoi, c'est servir le capitalisme? Ouais, voilà, Picsou, ou Dark Vador. Ou Magneto. D'accord, donc toi, je vois quand tu associes ça. C'est pas un honneur, mais c'est vraiment c'est pas la trop un complicité honneur, avec... Bah oui, parce que non, c'est pas un honneur. Le métier que tu n'aurais pas aimé faire? Huissier de justice. C'est vrai que généralement, tu rencontres des gens qui ne sont pas contents de te voir. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel tu aimerais être réincarné? J'aimerais être réincarné, je pense, dans un arbre. D'accord. Et tu as un arbre en particulier? J'aime bien un arbre qui s'appelle le capoquier. Ah, j'aurais été sûre, t'en parles beaucoup dans ton roman. Oui, mais parce que c'est l'arbre qui est... c'est grâce à cet arbre qu'on trouve le coton pour les oreillers. D'accord. Et dans ces arbres-là, souvent viennent se loger les chauves-souris. Et c'est des arbres immenses. D'accord. C'est très, très beau. Très bien. Bah, je vois qu'entre les oreillers, la sieste, t'aimes bien dormir. Ouais, moi j'aime bien. Ouais. Et dernière question, si Dieu existe, qu'aimerais-tu après ta mort l'entendre te dire? Je te promets, c'était pas de ma faute. Ça te rassurerait? Ouais, ça me rassurerait par rapport à tout ce qui se passe sur cette planète. J'espère que c'est que de notre faute. Eh ben, c'est déjà la fin de notre émission. BET Talk, c'est fini. C'est votre nouveau rendez-vous sur BET. On se retrouve dans 15 jours avec un nouvel ou une nouvelle invitée. Et d'ici là, je vous laisse avec le meilleur de l'entertainment noir américain. Salut!